qu'il y a un domaine dont on ne parle pas, qui est diablement important, c'est le droit international privé, et qui devient de plus en plus important, parce que c'est notamment celui, j'ai l'impression, qui régit toutes les relations entre les pouvoirs privés et économiques, notamment. Il y a de plus en plus d'importance, notamment dans le domaine, y compris dans le domaine normatif, par exemple dans le domaine technique, dans le domaine de la qualité, dans le domaine comptable, dans le domaine financier. Et souvent ce droit international privé, il n'est pas élaboré par des intervenants publics, ça c'est le cas de le dire, mais il n'est pas forcément élaboré systématiquement par des arbitres au cours de conflits. C'est souvent des cabinets, par exemple, de certification, d'audit, souvent d'origine américaine, et pas seulement, il y a aussi notamment anglais ou allemands, qui contribuent à élaborer ces normes dans ces domaines-là. Ces normes, elles s'appliquent non seulement, elles s'appliquent directement aux pouvoirs privés économiques, c'est-à-dire aux entreprises transnationales, mais elles s'appliquent aussi indirectement à tout le monde en tant que consommateur et utilisateur des services et des produits de ces entreprises. Donc, je pense que c'est un domaine qu'on évoque très peu, qui est revenu un petit peu à travers les débats concernant le TAFTA. Mais c'est vrai que quand on parle de droit international, souvent on parle de droit international public, et toute cette masse de droit international privé, un peu informel, un peu confidentiel entre guillemets, on n'en parle jamais, ça prend vraiment une ampleur de plus en plus démesurée et de plus en plus importante pour tout le monde. Pour répondre à la sollicitation qui a été lancée tout à l'heure à propos de la crise, est-ce que nous sommes toujours dans une crise économique? Moi, je dirais non. Nous ne sommes plus dans une crise. Parce qu'une crise, qu'est-ce que c'est? C'est l'exacerbation de phénomènes pendant une période limitée, avec un début et une fin. Or, depuis maintenant plusieurs décennies, avec des variations bien entendu, nous constatons les mêmes phénomènes, et principalement le chômage massif. Et d'ailleurs, un auteur parle de la crise sans fin. Mais la crise sans fin, c'est la crise. C'est-à-dire, c'est un état permanent. Et en effet, dans le cadre de notre analyse de la mondialisation, comme phénomène politique avant tout, qui vise à rediscipliner le salariat occidental et les pays exploités, les premiers par le chômage et les seconds par la dette, les politiques économiques ont abandonné le développement national, le marché intérieur, pour se fixer tous le même objectif, celui des exportations. Et donc en fait, tout le monde se jette dans la priorité aux exportations avec une noria de circulation de marchandises qui affaiblissent les marchés nationaux volontairement, parce qu'il faut maintenir un taux de chômage élevé. C'est la condition pour maintenir la discipline, la peur sur le monde du travail. Bon, ça, c'est notre analyse. Alors, moi, j'ai une question. Dans notre réflexion politique, nous développons l'idée de démondialisation. Démondialisation, bien entendu, face à notre analyse de la mondialisation comme phénomène politique des classes dominantes occidentales visant à rehausser leur taux de profit, à le maintenir et pour y parvenir à rediscipliner le salariat par l'organisation mécanique du chômage, principalement. Voilà. Et donc, pour sortir avec les piliers de la mondialisation, de l'ordre néolibéral mondial, que sont les institutions multilatérales spécialisées, les grands médias et les firmes multinationales de services industriels et les banques. Et donc, nous disons, notre réflexion politique, c'est de scier ces piliers, pour sortir de l'ordre néolibéral mondial et pour se limiter à la question des instances multilatérales, de sortir unilatéralement de toutes les instances multilatérales, sauf évidemment de l'ONU. Et donc,
voulais savoir quelle est votre réaction quand on dit un truc comme ça. C'est deux questions, c'est pas un commentaire. D'une part, est-ce que vous pouvez nous donner un petit tableau, enfin nous dire quelque chose des évolutions récentes en matière pénale au niveau international, à la Cour pénale internationale, des choses comme ça. Y a-t-il des évolutions concernant les procédures de mise en détention, enfin d'arrest, on n'appelle pas mise en examen, enfin des criminels de guerre par exemple, voilà. Et puis, je voudrais avoir votre avis, on en a discuté un petit peu hier, là, en journée de travail, hier après-midi. Je crois que c'est Monique Chemillé-Gendron qui avait un jour souligné qu'il y avait un problème dans le droit international qui était fondé sur la souveraineté des États, et que cette souveraineté des États, en fait, était quelque part un élément qui était contradictoire, qui avait deux aspects contradictoires, puisque, en fait, rien n'est impératif au niveau du droit international, puisque derrière la souveraineté des États peut se mettre en place, derrière une certaine conception, d'accord, derrière une certaine conception de la souveraineté des États, c'est l'impuissance qui règne d'une certaine façon. Donc j'aimerais bien avoir votre avis et commentaire sur cette question. Moi, j'aurais un commentaire à faire en premier sur, par exemple, on a parlé hier avec les amis espagnols et grecs du démantèlement de nos nations. J'ai le sentiment qu'au fur et à mesure qu'on démantèle les États, effectivement, on démantèle le droit international tel qu'il a été construit depuis pas mal de temps, on va dire peut-être au moins 2 siècles. Et donc ça, c'est un sentiment que j'ai. Alors, est-ce qu'il est justifié ou pas? Et certainement, pour moi, en tout cas dans ma tête, il ne fait aucun doute que ça va ensemble. Et ensuite, vous avez fait allusion, notamment à l'histoire, notamment cette histoire qu'on oublie, qu'il y a certains États qu'on avait promis et qui n'ont jamais vu le jour. Vous parlez du Kurdistan. Moi, je voudrais aussi avoir votre sentiment par rapport à ce qu'on appelle le phénomène actuel, quand même, de réécriture de l'histoire, et notamment aux fins de manipulation. Et ça peut être l'histoire, tant l'histoire proche, par exemple, ce qui s'est passé la Seconde Guerre mondiale, l'histoire un peu plus lointaine, par exemple le Kurdistan autour de la Première Guerre mondiale, mais même, je dirais même une histoire très très proche, ce qui s'est passé, par exemple, je pense aux ouvrages de Noam Chomsky avec l'affaire du consentement, quand il parle, en fait, on réécrit l'histoire pour faire passer certaines choses et faire passer certains États comme étant plus importants que d'autres, ou certains événements qui ont lieu dans certains États comme étant plus importants que d'autres. Voilà. Je posais la question par rapport au droit international et les minorités. Dans le cadre des accords bilatéraux, enfin à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait un échange de population entre la Grèce et la Turquie. Il y a eu quand même des clauses au niveau des minorités grecques en Turquie et des minorités turques en Grèce. Et jusqu'à quel point on peut considérer que des accords qui ont été signés en 1925-26 continuent à avoir un impact et ouvrir des droits, même à l'intérieur des différents pays. Et aussi, je voudrais poser la question, on a le droit international, on a aussi l'OTAN, et quand on voit par exemple des pays qui font partie, tous les 2 membres de l'OTAN, et il y a un qui intervient dans un autre pays qui est membre de l'OTAN, il n'y a aucune réaction. Et nous avons le cas de Chypre, un pays qui continue à être divisé en 2, où ça fait quand même des années que personne n'a voulu intervenir, où on continue à avoir des villes fantômes comme Famagoust. Donc c'est quand même quelque chose où on parle très très peu, et on continue quand même, on a reconnu, Chypre fait partie de la communauté européenne, mais de l'autre côté, la moitié de l'île continue à être dans un état lamentable, et vraiment un pays qui continue à vivre séparé en 2. Bon. Mon ami ici présent derrière moi a totalement raison sur, je l'ai écrit mais je ne l'ai pas dit, le droit international de plus en plus aujourd'hui est fabriqué par les grands cabinets d'experts qui collaborent avec des grandes firmes. Et c'est eux qui sont à la source maintenant fondamentale du droit. Demain après-midi, à la fac de droit, s'il y a une conférence sur ce sujet-là,
par un cabinet composé de juristes éminents et grassement rémunérés, beaucoup plus que les universitaires, qui expliquera comment on fabrique aujourd'hui un droit global qui correspond précisément aux intérêts des grandes firmes, aux équilibres économiques, etc., etc. Et les États et les pouvoirs publics jouent un rôle de plus en plus secondaire. Et la doctrine universitaire, qui autrefois avait un rôle non négligeable là, pour interpréter les normes, etc., ou pour les susciter, ne joue plus qu'un rôle folklorique, ça c'est clair. Donc effectivement, ces cabinets privés, dans cette privatisation globale de la planète, jouent le rôle de fabricants de normes au service de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des grandes firmes, et le reste joue un rôle très secondaire. Alors sur l'idée de crise, moi aussi j'ai le sentiment, sans être du tout, sans maîtriser tous les problèmes économiques en la matière, qu'il n'y a pas de crise, qu'il y a l'évolution logique d'un système qui atteint un certain stade et dans lequel aujourd'hui toutes les difficultés sociales font partie de l'appareillage nécessaire au bon fonctionnement de ce système. Jamais un employeur ne s'est aussi bien porté que lorsqu'il y a un marché du travail en difficulté. Et en plus, on veut assouplir tout. Et, moi, ce qui me frappe, c'est cet argument sur la croissance. D'ailleurs, petit à petit, on baisse le ton là-dessus. On trouve qu'il y a d'autres éléments qui expliquent le chômage, que ce n'est pas seulement la faiblesse de la croissance ou son inexistence, c'est d'autres phénomènes, d'autres facteurs. Et dans un an ou deux, peut-être, on ne dira plus du tout que la croissance est nécessaire, que c'est d'autres problèmes qu'il faut résoudre. Le jeu sur la réforme du code du travail, c'est bien celui-là. On est en train de dire que c'est le droit qui est responsable du chômage. Ça, vraiment, il faut le faire. Hein. Que le droit du travail le code de travail est trop gros, pas assez compréhensible. Subitement, on s'aperçoit que c'est ça la cause du chômage. Si ce n'était que ça, ça vaudrait la peine de s'y mettre d'ailleurs. Hein. Demain, on inventera encore autre chose. Hein. C'est comme les menaces extérieures. Il y a eu le communisme, il y a le terrorisme. Il n'y a que le isme qui se ressemble, parce que le communisme, on savait plus ou moins qui c'était, le terrorisme, on ne sait plus qui c'est. Je dis à mes petits-enfants que bientôt, ça sera un jour les Esquimaux qui seront responsables des difficultés de la planète et qu'il faudra les combattre par tous les moyens. Notre ami qui vient de décéder, qui était poussé aux États-Unis, qui était à l'Académie des sciences, qui est l'inventeur du bouc émissaire, etc. Il faut des boucs émissaires pour que la société marche bien. Le jour d'ailleurs où l'Union soviétique a disparu, je pense qu'il y a eu un moment de panique dans le monde occidental. Qu'est-ce qui allait se passer s'il n'y avait plus d'adversaires? Si on allait commencer à se gratter soi-même pour voir les sources des difficultés, c'était dangereux, ça risquait de faire saigner. Alors la démondialisation, je ne me prononce pas. Moi, je ne vois pas comment, effectivement, on est capable, étant donné les rapports de force, de modifier, par exemple, les institutions européennes et la pratique des politiques européennes, mais en même temps, si on ne sort pas à plusieurs ensemble, comment faire? Si on sort tout seul, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je sais pas, ça ne relève pas tellement de ma compétence. Je suis prêt à faire ce qui semblerait le plus rationnel, mais je crois assez fortement maintenant, étant donné ce que je sais de l'Europe, c'est que bouger l'Europe, autrement qu'elle ne bouge, il faudra bousculer. Je le regrette beaucoup, hein, mais je ne vois pas comment on peut faire, étant donné les nombres de verrous qui existent, la faiblesse même du Parlement, par exemple. Si le Parlement avait pleine compétence pour tout changer, si l'Europe était un régime d'assemblée, on pourrait imaginer que petit à petit, peut-être, dans les succès électoraux, on arrive à bouleverser les choses, mais on a plus soin de faire que le Parlement avec une faculté d'empêcher et pas du tout une faculté de modifier et de proposer. C'est bien, c'est très habile. On vote aux élections européennes alors que les citoyens ne savent pas que ce Parlement n'a que des pouvoirs extrêmement limités. D'ailleurs, on en voit quand il est vaincu du suffrage universel national. On ne fait pas une carrière au Parlement européen, on fait une carrière de compensation lorsqu'on a été battu au plan national. Donc, si on trouve d'autres solutions que celle de combattre de l'intérieur, je ne crois pas à ce combat de l'intérieur, pas plus
puisque je crois d'ailleurs, par exemple, qu'il était absolument nécessaire de présenter de vrais candidats d'opposition aux élections présidentielles dans une constitution de la Ve République que l'on a combattue dès le départ. Je me demande si c'était vraiment utile d'essayer de se battre contre ce système, là aussi, où les verrous sont multiples, au lieu de faire la démonstration précisément répétée, au moins tous les 5 ou 7 ans, sur la durée du régime présidentiel, que c'était un régime néfaste pour la démocratie, qui ressemble fortement à la constitution du maréchal Pétain, je vous signale, qui n'a jamais été mise en œuvre, constitution de mai 44, je crois, qui n'a jamais été mise en œuvre et qui est extraordinairement ressemblante avec la Ve République. Évidemment, si vous dites ça dans une réunion électorale, ça fait désordre. Mais c'est la réalité. C'était fait pour les mêmes objectifs de confortement de l'exécutif, de limitation du pluralisme politique, etc. C'est bien réussi. Le bipartisme, voire le tripartisme qui apparaît avec le Front National, c'est une paralysie en fait du système politique et c'est une belle réussite. Mais maintenant, ça fait un peu trop longtemps. Alors donc moi j'attends les réponses qu'on peut me donner sur la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro. Mais je crois seulement à l'inverse que je ne vois pas comment on peut faire pour modifier la réalité européenne telle qu'elle existe. Faire des petits grignotages, mais sans porter. Troisièmement, sur le pénal à l'échelle internationale. Alors, on a vu apparaître à Nuremberg, c'est la première fois à la Libération, une première juridiction sanctionnant les criminels nazis, le tribunal de Tokyo sanctionnant les criminels japonais. Et puis tout est tombé à l'eau, on n'a pas entendu parler de la justice pénale internationale jusqu'à il y a très peu de temps. Moi je crois que l'ordre international, c'est pas la même chose que l'ordre interne. Moi je regrette que la planète soit pas harmonieuse, bien organisée, rationalisée, avec un pouvoir exécutif, législatif, une justice internationale, avec tous les peuples qui s'embrassent, une partouze universelle comme ça. Moi je suis pour, hein. Pour le moment je crois que c'est pas l'heure. On a vu apparaître des tribunaux internationaux ad hoc, spécialisés sur un certain nombre de problèmes, pas forcément les plus dramatiques. On a vu apparaître, donc on a voulu juger des gens internationalement responsables de crimes dans leur pays. Avec le Cambodge, il y a un petit progrès puisque c'est un système de tribunal mixte, moitié international, moitié cambodgien. J'ai un peu mieux, il y a une participation de personnalités compétentes avec des gens du pays qui, je vous le signale, à ma connaissance, sont plus préoccupés de réconciliation et de développement que de sanctions du passé. Tort ou raison, c'est un peu l'opinion dominante largement. Et puis on a vu la Cour pénale internationale qui fonctionne depuis 2002. Cette justice pénale internationale, elle fonctionne de manière, moi je trouve, très discriminatoire. Elle ne peut pas juger les ressortissants des grandes puissances. Les États-Unis ont pris la précaution de ne pas signer le traité, les Chinois non plus, la France l'a fait avec beaucoup de réserves, et donc on ne peut statuer sur les ressortissants que les petits pays en fait. Soit par saisie des conseils de sécurité, soit peu importe. C'est-à-dire les petits peuvent être coupables, les grands non. Moi je crois quand même que les puissants sont toujours plus responsables que les petits. Quels que soient les crimes des petits, les grands ont plus de possibilités de provoquer des dégâts dans la société et donc ils sont plus coupables. Or ce sont eux qui échappent à toute justice. Je me demande si c'est déjà l'heure d'une justice pénale internationale. Je ne crois pas. Moi je le regrette, moi je suis pour, hein, mais tant que les grandes puissances n'acceptent pas que leurs ressortissants leur soient retirés pour être jugés par qui d'abord? Les juges nommés par qui? Comment? Avec quels moyens? Moi je suis témoin de la défense du président Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas eu d'enquête sur le terrain. Et ce que je connais du terrain, c'est que si on veut juger Gbagbo, pourquoi pas? Il faut juger aussi Ouattara et son Premier ministre. Parce que
dans la pagaille qui a régné et que j'ai visité pendant 2 mois et demi, c'est impensable de ne juger qu'une des deux parties. Ou bien on ne juge personne et on les laisse se débrouiller pour se réconcilier, ou bien on juge les deux parties. Mais comment voulez-vous retirer de ce pays l'ancien président et le nouveau, ainsi que le Premier ministre Soro, qui est une crapule, alors lui, stable et une brute, les retirer et les envoyer à la cour pénale de l'Europe. Or, si on ne juge que l'un des deux, c'est de la rigolade. Moi, j'ai visité notamment la ville de Douekoué, dans le nord de ce que le régime de la Côte d'Ivoire contrôlait encore, à quelques kilomètres de l'ancienne zone rebelle qui est devenue celle qui soutenait Ouattara. C'était un camp dirigé par un Béninois qui est un catholique qui accueillait les réfugiés des régions nord. Il y avait des milliers de gens entassés, des femmes, des gosses, etc., qui nous ont raconté. On a passé une journée avec eux. Ils allaient tous être massacrés si les troupes rebelles avançaient, ce qui s'est produit. Et les chiffres de la Croix-Rouge internationale, c'est au moins 1000 morts. On dit qu'il y en a eu 3000 pour cette période post-électorale. Mais il y en a au moins 1000, rien que dans cette ville, du fait de l'équipe de Soro et des rebelles de Ouattara. Donc, il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit moitié-moitié, hein, parce que pour le reste, partout, des gens qui se sont... 3000 morts, vous savez, c'est pas grand-chose dans un grand pays comme ça, où les villageois s'entretuent pour rien, où entre musulmans et chrétiens, on a lancé des allumettes dans la brousse, et entre chrétiens et musulmans qui se toléraient, c'est parti dans un sens, dans un autre. Et pour une fois, on a soutenu les musulmans, en l'occurrence, hein, puisque Ouattara était soutenu par les musulmans, et Gbagbo par les chrétiens. Si on veut un détail près, c'est pas un grand problème. Donc, je crois qu'on n'en est pas encore à l'époque d'une justice pénale, ni l'impunité. Vous savez, c'est le contraire, me semble-t-il. Aujourd'hui, pour éliminer les traces et pour assurer le maintien au pouvoir par crainte de la mise en cause des responsables, on veut rester au pouvoir. Au Soudan, par exemple, le président il veut absolument rester au pouvoir parce qu'il est déjà mis en cause devant la Cour pénale. Et s'il perd le pouvoir, il va y aller. Donc, quand on dit on supprime l'impunité, on prolonge aussi ceux qui pourraient être responsables et jugés et condamnés. Je pense qu'on n'en est pas là. La justice, dans l'ordre interne, elle s'est installée très progressivement. Vous savez bien quelles étaient les preuves autrefois, comment on jetait les gens dans l'huile brûlante pour savoir s'ils étaient bien des criminels ou pas. On a mis des siècles pour installer une justice tant bien que mal dans l'ordre interne. Dans l'ordre international, c'est prématuré, on peut le regretter, mais moi je regrette beaucoup parce que je sais que je vais mourir bientôt. Hein. Ça m'inquiète. Et je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Moi, je m'inquiète aussi qu'il n'y ait pas de justice pénale qui puisse bien fonctionner, mais pour le moment, je crois qu'on n'en est pas là. Et applaudir comme l'a fait Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, etc., sur enfin la fin de l'impunité, moi ça me paraît vraiment relever du folklore. Ne sont jugés que les petits. Pour le moment, essentiellement les Africains. Effectivement, les Africains sont les plus faibles de la société internationale aujourd'hui. On peut aller piquer, aller chercher, prendre et mettre devant le tribunal de la Haye. Puis par ailleurs, cette cour fonctionne dans des conditions. Par exemple, pour aller le voir, un détenu à la prison de la Haye, il faut remplir un formulaire de 15 pages, je l'ai rempli par exemple, avec des questions qui me paraissent totalement illégales. Par exemple, appartenez-vous à un parti politique? De quel? C'est quand même assez étonnant. Hein. J'imagine aller devant un tribunal correctionnel à Nice et puis, non monsieur, vous appartenez à quel parti politique? Montrez-moi votre carte d'adhésion. C'est quand même assez étonnant. Hein. Il y a tout un interrogatoire de type renseignements généraux qui est fait par la Cour pénale pour savoir qui va venir visiter tel ou tel détenu. Puis, pas d'enquête sur le terrain, mais des enquêtes sur témoignages, plus ou moins contradictoires ou non contradictoires. Bon. Sur la souveraineté, moi je crois que tout le monde semble devoir constater que les éléments de démocratie qui existent, je crois que la démocratie n'existe nulle part pour ma part. En fait. Les éléments de démocratie qui existent dans telle ou telle société, c'est toujours développé dans le cadre de la nation, des États-nations. Ni dans les organisations internationales, il y a un autre niveau. C'est le niveau adéquat pour les quelques acquis démocratiques qui ont pu être conquis ici ou là. Penser que la souveraineté des États, c'est un obstacle aujourd'hui
je ne sais pas trop quoi, parce qu'un gouvernement mondial, de qui, comment, ça c'est un gouvernement des grandes puissances, mais c'est presque déjà le cas, on voit les dégâts que ça fait, l'empire. La souveraineté des États, c'est pas bien la souveraineté. Effectivement, ça pose 1000 problèmes négatifs. Mais c'est ce qu'il y a de moins mal. Vous savez, quand je vais voter, moi, je vais voter pour le moins pire en général. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais continuer longtemps dans ce là. Je me demande si le moins pire, c'est pas pire que le plus pire, j'en sais pas. Mais la souveraineté des États, c'est ce qu'il y a de moins pire. C'est une petite barrière pour les petits et moyens États contre les gros. Et sans souveraineté des États, il n'y a pas de souveraineté populaire. Parce que la souveraineté des États, c'est une barrière contre les empires, contre l'empire en général, et quand on a au moins, c'est le cas. Et s'il n'y a pas de liberté fondamentale au niveau de la puissance publique, la souveraineté populaire elle va se limiter à choisir la couleur du bitumage des trottoirs dans la société. Les grandes options, elles seront imposées de l'extérieur, notamment économique et sociale. Il restera le temps, les moyens de faire joujou avec les petites questions sociétales de troisième zone. Donc souveraineté nationale et souveraineté populaire, ça me paraît être étroitement lié. Et pour le moment, je ne vois rien de mieux. Bien que ça ne soit pas bien. Et Monique Chevalier-Gendon, que je connais bien, je l'aime bien, hein, mais elle ne dit pas. Je ne supporte plus les bouquins qui disent il faudrait que. Il faudrait que ça aille mieux. C'est ce que j'entends à l'Opinion nationale tout le temps. Il faudrait que ça aille mieux, il faut qu'il n'y ait plus de chômage, il faut que la souveraineté ne fasse plus de dégâts, il faut que les gens s'entendent bien, il faut la paix, mais on ne donne pas les moyens, jamais, on indique. La plupart des bouquins disent il faut que. Dès que je vois ça dans la librairie, je repose le bouquin sur l'étagère et j'en cherche un autre. Parce que ça, tout le monde peut écrire la même chose, on est tous d'accord, ou presque. Même la crapule moyenne, elle est d'accord pour que les choses aillent mieux. J'ai écrit un petit bouquin, une petite plaquette pour le CETIM, qui est le Centre d'études du tiers-monde de Genève, qui sont des copains, des amis, qui publient des choses très intéressantes, d'ailleurs le psychiatre, le CETIM. Et j'ai fait un portrait du droit international en situation comateuse. Je crois que le droit international aujourd'hui est en situation de coma avancé. Et qu'il est en train d'être... On lui substitue des normes, des régulations, comme celles dont on vient de parler, des normes de droit privé, fabriquées pour servir des pouvoirs privés, et ne concernant plus du tout l'intérêt collectif, ou encore moins l'intérêt général, au service de l'ordre qui domine. Enfin, ça a toujours été comme ça. Hein. Aujourd'hui, quand ce sont des pouvoirs privés, le droit public et le droit international, effectivement, pas sous la table. Quant à la relecture de l'histoire, ça s'est fait sans arrêt depuis toujours. Hein. On n'a jamais cessé de réécrire l'histoire au fil des besoins et des intérêts, ça c'est clair. Aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que l'Union soviétique n'a jamais gagné la Deuxième Guerre mondiale, que ce sont seuls les Américains qui ont tout fait. J'ai interrogé les dernières interrogations que j'ai faites en relations internationales, j'ai interrogé des étudiants sur quels étaient les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. Alors après quelques hésitations, on m'a dit l'Allemagne, ils étaient contre. Ça, je dis oui, bon, on a des films tous les jours avec les SS, les Allemands, le Shoah, etc. Et puis, alors, les alliés des Allemands, les Russes. C'est parfaitement logique. Dans l'esprit des étudiants, c'est les méchants. Tous les méchants, ils sont d'un côté, les gentils sont de l'autre. C'est ce qu'on entend plus ou moins tout le temps. Et donc, celui qui n'a pas ouvert son cours, parce que c'est pas moi qui ai raconté ça, répète, puisque les méchants sont toujours les mêmes, bon, les Allemands et les Russes c'était les méchants d'autrefois, et les gentils c'est les Américains. La preuve c'est qu'ils ont les meilleurs jeans du monde et qu'ils offrent du Coca-Cola à la planète entière, ce qui prouve bien que c'est du côté du bien. Bon, la réécriture, je crois que c'est permanent. Il y a la réécriture des savants, qui est compréhensible. Donc on a des découvertes, on apporte des nouvelles réflexions, des nouvelles archives. C'est parfaitement normal qu'on réouvre la réalité. Par exemple, je suis absolument sûr qu'un certain nombre de gens condamnés par l'histoire d'hier seront non pas réhabilités demain, mais on va montrer toute la complexité de leur statut et de leur situation. Moi, j'ai de bonnes relations avec l'ambassade de Russie de Paris,
dans l'ambassadeur sur l'offre, quelqu'un d'assez brillant et qui était déjà diplomate en 71, depuis 71. Et qui me dit par exemple, vous savez, on parle beaucoup de Poutine, mais vous savez, Poutine, il n'a pas du tout tous les pouvoirs qu'on imagine. Il est en bagarre acharné avec toute une série de forces internes à la Russie. Il joue le jeu, c'est des échos que j'ai, crédible ou pas. Il joue tel oligarque contre tel autre, pour en éliminer au moins un des deux, etc. Enfin, c'est très compliqué. Il n'a pas tellement le choix. Et quand on parle des anciens qui avaient plein de pouvoir, par exemple du démocrate Khrouchtchev par rapport au totalitaire Staline, les choses sont, je crois, dans la réalité historique, beaucoup plus compliquées. Et je crois qu'il faut faire attention, être prudent, disons, dans les jugements. Jeanne d'Arc, moi je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'elle a été victime d'un barbecue allumé par les Britanniques. En dehors de ça, le rôle des personnalités est extrêmement compliqué à analyser. Je crois qu'on leur attribue beaucoup plus qu'ils ne peuvent réellement. Les quelques chefs d'État que j'ai pu remonter en activité, moi je les ai vus perdus. Et je voudrais raconter une anecdote. J'ai rencontré Kadhafi en 86, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y avait qu'un interprète à midi. Et il m'a dit, donc, combien d'années avant sa disparition? Très longtemps avant. Il m'a dit, vous savez, j'ai perdu. C'est rare qu'un chef d'État dise ça, un chef politique. C'est loupé. Ce que je voulais faire, ça ne marche pas. En gros, il m'a dit, le peuple libyen, il n'est pas en mesure de faire ce que je souhaiterais faire, la démocratie directe, plein de projets qu'il avait. Il m'a dit, c'est pas grave, il y a d'autres peuples qui tenteront leur aventure à notre jour, à notre époque. 30 ans avant sa chute, j'ai rencontré Gbagbo, encore en activité, il n'en avait plus pour longtemps. Il m'a dit, je ne comprends pas les Français, j'ai lâché tout mon programme pour leur faire plaisir, parce que je craignais Bolloré, Bouygues, etc. Et néanmoins, ils veulent me faire sauter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'était plus devenu fiable, donc il fallait s'en débarrasser, mais le vice-président de l'Internationale socialiste, Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, il n'avait que des pouvoirs limités sur sa réalité propre, et ainsi de suite, plein d'autres. Alors, qui a détient réellement le pouvoir? C'est extrêmement compliqué. C'est d'une certaine manière rassurant, parce qu'on sait que Hollande, c'est pas grand-chose. On savait dès le départ. On savait dès le départ. Sarkozy, il serait maire de Nice de manière absolument adéquate. C'est l'héritier de médecin typique. Un héritier parfait. Bon, il serait mieux à sa place qu'Estrosi, parce qu'il n'aurait même pas fait le jardin à la voie du Paillon, là. Sarkozy, autre chose. Donc, entre le petit voyou local, l'anodin, président du Conseil général de Corrèze, etc., quelles sont la réalité de leur pouvoir? Ils ont un pouvoir particulièrement. Le président de la République française, c'est un truc scandaleux, il a des centaines de postes, il peut nommer ses copains. Comme la cour du roi d'autrefois. Ça, je trouve ça inimaginable. Président d'académie, président de trucs. C'est-à-dire qu'ils ont chacun une petite clientèle comme ça qui se font des gens liés à vie. Puisque évidemment, c'est des postes intéressants, importants. Moi, il y a d'autres tas de postes qui m'intéresseraient si j'étais candidat. Il y a 300-400 postes, je crois, qui sont dans la discrétion du président de la République, quel qu'il soit. Comme sous la monarchie, d'ailleurs, les palais nationaux dans lesquels ils fonctionnent me paraît un scandale pour la République. Simplement au niveau de la façade théâtrale qui existe, les palais dorés de nos présidents, de nos ministres, etc., c'est scandaleux. L'Élysée est transformé en musée national, ça me paraît une mesure décorative positive. Ça ne changerait rien à la situation économique, mais quand même, on aurait déjà les rentrées du musée national, de l'Élysée. Ils ont une aile de Versailles. Voilà. Une aile de Versailles est donnée à un hôtel. Voilà, c'est ça. On vend tout. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question? Alors, sur le travail dans l'ordre international, moi je crois que l'OIT c'est un truc intéressant. C'est peut-être la seule organisation internationale dont la structure a un avenir, même si ça n'a une portée très limitée aujourd'hui.
puisque la plupart des conventions sur le droit du travail international sont violées abondamment. Mais la structure de l'OIT, qui représente un tiers d'États, un tiers de syndicalistes et un tiers d'employeurs, c'est intéressant. On pourrait imaginer qu'aux Nations Unies, par exemple, on vote pour élire des délégations aux Nations Unies par État. Et on pourrait imaginer qu'à l'OIT, au-delà des syndicalistes, on pourrait élire la délégation nationale pour réfléchir sur le droit du travail international. Il y a une structure sur laquelle on pourrait travailler, au lieu d'envoyer simplement des États ou bien des gens nommés par d'autres, on pourrait élire des représentants qui, entre eux, réfléchiraient aux intérêts plus ou moins contradictoires qui existent en la matière. Le pouvoir de l'OIT est dérisoire, puisque les conventions qui sont signées, adoptées par les États, sont adoptées sans qu'il y ait de pouvoir de contrainte et sans qu'il y ait de sanctions pour ceux qui les violent. Et la l'AIEA. Alors l'AIEA, c'est intéressant aussi, parce qu'il faudrait savoir lire le statut de l'AIEA. Pour parler vite, il y a, mettons, 2 articles de base. Article 1, tous les détenteurs de l'arme nucléaire doivent faire effort pour se désarmer. Article 2, les grandes puissances nucléaires ne doivent pas diffuser leurs armes aux autres. L'article 2, on en parle tout le temps. Ils n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit de s'armer, ils n'ont pas le droit de... Par contre, l'autodésarmement des grandes puissances nucléaires, alors là, il n'y en a pas question. Et on retombe toujours sur le même problème. Les grandes puissances décident pour les petites. Et il y a des petites bien vues et des petites mal vues. Les petites bien vues, c'est Israël, les petites mal vues, c'est l'Iran. À partir du moment, de toute façon, où on possède l'arme nucléaire, quel est le fondement d'un pouvoir qui interdirait aux autres de la posséder? Ben oui. Qui est un désarmement général, c'est l'idéal. Mais là, il n'en est pas question. On ne parle même plus à l'ONU. Le désarmement qui fait partie des objectifs de l'ONU. Et à l'IEA, le désarmement nucléaire, on n'en parle plus du tout. On ne parle que du désarmement de ceux qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que c'est comme la Cour pénale internationale. On statue sur les petits ou les moyens, pas sur les gros. D'autant plus que les petits qui se sentent peut-être menacés, sans être bellicistes, se sentent en droit tout à fait d'avoir des moyens de dissuasion. De Gaulle a insisté sur la qualité dissuasive de la force nucléaire. Tous les petits États pourraient revendiquer ça s'ils ont les moyens d'accéder à cette arme nucléaire. Alors sur les minorités, d'abord une minorité, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est ça le problème aussi, personne ne le sait exactement. Les Kurdes, ce sont des minorités dans les pays où ils sont installés, mais rassembler, ce n'est pas une minorité, c'est un peuple. Alors la seule question, c'est personne ne reconnaîtra jamais les droits des minorités. Il n'y a que les peuples concernés qui peuvent témoigner d'eux-mêmes en se battant. Je ne vois pas quelle solution on peut trouver jusqu'à présent. Ce n'est pas d'en haut qu'on va décider que les Kurdes ont le droit d'exister. Bien sûr que les Kurdes ont le droit d'exister. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça existe dans la charte. Mais il faut que les Kurdes, comme ils commencent à le faire, comme ils continuent à le faire, avec patience et persévérance, comme les Palestiniens, témoignent de leur existence, de leur entité, et en conséquence essayent de s'imposer à ceux qui les briment, c'est-à-dire les Irakiens, les Turcs, etc. Les Syriens. Les petits, ils n'ont pas de droit. Chypre, les États divisés, c'est le cas de Chypre, c'est le cas de la Corée aussi, dont on parle jamais. Dans les 2 cas, ce sont des anomalies totales de la société internationale. Chypre, c'est effectivement 2 États membres de la même alliance dont tout le monde se fout éperdument. Et la Corée, tout le monde s'en fout aussi. C'est d'autant plus bizarre que c'est l'ONU qui a fabriqué la division, puisque c'est l'ONU qui est intervenue en Corée en 49-50, jusqu'en 53, qui a fait la guerre sous le drapeau des Nations Unies et qui a imposé cette ligne de démarcation. L'ONU donc est directement responsable de la situation et pourrait s'occuper de la question, prendre en charge. Ça ne vient jamais en ordre du jour, c'est pas en débat. Il faut qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Là aussi, c'est les Coréens entre eux qui décideront de leur sort, comme c'est les Cypriotes qui décideront de leur sort un jour ou l'autre, à condition qu'ils viennent témoigner de leur résistance. Au moment où on est là, on peut regretter tout ça. Moi, je regrette. L'idée des peuples doivent témoigner de résistance pour s'affirmer. Ça a été développé par le professeur Chaumont, qui était un des grands professeurs progressistes français. Plus personne ne le cite aujourd'hui, puisqu'il est à la retraite et qu'il est décédé.
Et chez nous, vous savez, on ne cite jamais les gens qui ne peuvent pas envoyer d'ascenseur. Je ne sais pas si c'est vrai dans les autres disciplines, mais les notes de bas de page des grands professeurs, les notes de bas de page font référence aux grands professeurs lorsqu'ils sont en place et qu'ils ont donc une certaine place dans la société du milieu concerné. Mais dès qu'ils disparaissent, ils disparaissent aussi des notes de bas de page, ils sont remplacés par les nouveaux. François Chaumont disait, c'était pour le peuple algérien, il disait le droit du peuple algérien, il s'imposera le jour où le peuple algérien témoignera de son existence. Je crois que c'est un fait. À partir du moment où il a commencé à témoigner de son existence par les armes, d'autres peuvent le faire d'une autre manière, il s'est imposé, il a fini par être reconnu comme État souverain. C'est ce qui pourrait arriver en Palestine. Pour le moment, les rapports de force sont tellement inégaux que... Et en plus, je crois que les Israéliens sont en train de réaliser ce que certains appellent un sociocide. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas seulement aux militaires ou aux militants palestiniens, mais à la société palestinienne, qui est tenue par tous les bouts. L'électricité de la Cisjordanie, les voies de circulation, tout est entre les mains des produits d'exportation, l'air, l'eau, tout est entre les mains d'Israël. Et moi, des amis palestiniens, j'y suis allé 2-3 fois là-bas, me disent on ne sait plus qui est qui. Parce que l'Israël a beaucoup plus d'argent que les Palestiniens, dont la population est largement au chômage. Donc on peut acheter facilement des gens, pas cher. Et donc pour savoir qui est qui, quand beaucoup de gens peuvent devenir les agents ou des collaborateurs de l'adversaire, la situation est très compliquée, très confuse. Hein. Sans parler de la division qui a été entretenue largement entre le Hamas et les autres forces palestiniennes. Moi j'étais à Birzeit lorsque le Hamas était presque rien, mais il y avait déjà des mouvements étudiants Hamas à Birzeit, il y a les mouvements étudiants du Fatah, du FPLP, du DLP, etc. Et les collègues palestiniens m'avaient dit la police israélienne a le chiffre pour arrêter dans les manifestations des militants du Hamas, étudiants très minoritaires, et des militants des autres organisations. Mais les militants du Hamas, ils les libèrent presque tout de suite. Parce qu'ils ils avaient intelligemment compris que stimuler la division de l'adversaire, c'était favoriser leur domination, leur hégémonie. Et ça continuait. On négocie avec Ramallah, on bombarde Gaza. C'est un jeu très compliqué, et les Palestiniens là-dedans sont dans une soupe extrêmement difficile. C'est une force internationale qui est nécessaire aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Abbas à l'ONU quand j'y étais là, le 29 octobre, devant le Conseil des droits de l'homme. Il a dit, est-ce que je dois attendre encore combien 70 ans pour que l'ONU s'intéresse à la question? Sans intervention internationale, quelle intervention internationale? Ça fait deux problèmes. Il faut qu'il y ait une intervention internationale, il faut qu'il y ait un certain type d'intervention. On n'est pas là. Mais on peut imaginer, moi je crois que le rêve d'Israël, c'est un Bantoustan palestinien. Une main-d'œuvre pas chère, mais un Bantoustan avec ses propres dirigeants et qui fournit de la main-d'œuvre pas chère. Même pas parce qu'ils n'ont même plus besoin de main-d'œuvre pas chère, vu qu'ils ont beaucoup d'immigrés. À une époque, ils ont eu tous les immigrés juifs russes qui fournissaient déjà de la souvent, main-d'œuvre c'est pas des chère. circuits, hein, ils passent par Israël et puis ils partent vers les États-Unis ou ailleurs. Là, la main-d'œuvre palestinienne va rester sur place. Là, avec des anomalies. Le mur, par exemple, qui parle beaucoup du mur qui a été construit. Il y en a des murs de l'arrondissement. Il n'y en a jamais autant, d'ailleurs, dans la période contemporaine. On aurait pu parler des murs et du droit international. Le mur qui sépare Israël des Palestiniens, c'est un mur qui ne respecte aucune ligne. C'était un découpage arbitraire, avec des anomalies tout à fait étonnantes. Moi, j'ai un étudiant qui est un Palestinien 48, qui est avocat en Israël, qui est de nationalité israélienne, qui est en état palestinien. On est allé voir son oncle a une oliveraie. Sa maison est du côté de Cisjordanie, et ses oliviers sont de l'autre côté du mur, et il y a une porte pour passer. Et alors ils m'ont dit, donc tous les jours je vais cultiver mes oliviers, il y a des gardes à la porte, et les gardes changent tous les 15 jours. Ce qui fait que, dans un premier temps, au bout de 10 jours, 12 jours, ça va, ils commencent à se connaître et ça se passe à peu près bien. Et comme il y a un renouvellement,
ça redevient difficile la semaine suivante. C'est des histoires vraisemblables. Et moi j'ai vu les barrages sur la Cisjordanie, c'est insupportable. Je comprends que très facilement on devienne soi-même terroriste, hein, parce qu'on est... Parfois les Israéliens ne sortent même pas de leur cabine, ils laissent passer sans problème, et on met 10 minutes pour aller dans l'endroit. D'autres fois ils vous arrêtent, méchamment, hein. Il faut ouvrir le coffre, etc., puis on attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, au lieu de mettre 10 minutes pour faire d'un point à un autre, on met 3 heures ou 4 heures. Et avec le travail extrêmement désorganisé, la libre circulation n'a aucune existence, avec cet arbitraire total, on ne sait jamais quand on va passer, quand on va revenir. C'est une démonstration de l'hégémonie de notre civilisation sur d'autres. Parce que c'est des jeunes gars en plus, hein, c'est des jeunes soldats qui ne sont pas très agressifs, mais qui contrôlent comme ça, ou qui ne contrôlent pas, selon un arbitraire qu'ils ont décidé. Sans des attaques alors armées sur Gaza qui est épouvantable. On déroule avec des milliers de morts qui ne suscitent aucune intervention, ni aucune réaction des organisations humanitaires dans l'ensemble. Quelles sont les ONG multiples en matière de droits de l'homme qui interviennent à ce propos, qui peuvent très bien condamner aussi les tirs de roquettes du Hamas, hein, pourquoi pas, mais non. C'est mis de côté, c'est un problème trop difficile, trop délicat. On va s'occuper d'un journaliste qui a été remarqué en Tanzanie. Là, on n'a pas de problème. Il y a consensus. Dans tous les cas où il y a consensus, tout le monde se précipite. Dans le document des ONG de Genève, mais quand il n'y a pas consensus, alors là, c'est très sélectif. Il y a quelques grandes ONG appuyées par leurs États, d'autres grandes ONG qui restent prudentes, quelques petites ONG qui se mouillent. Mais... Deux mots peut-être, je n'ai pas parlé des ONG, c'est un petit monde aussi très douteux. Je les fréquente depuis longtemps. On a de tout à l'intérieur de l'organisation. On a des dames patronesses, des militants refoulés de leurs activités nationales, différentes raisons, des agents incertains. J'étais la semaine dernière à Genève, devant le tribunal de Genève, parce qu'on était poursuivi par un ancien membre de l'organisation, un juriste américain, soi-disant domicile à Ramallah. Je me suis renseigné à Ramallah, il est persona non grata, c'est tout ce que je sais. Il nous poursuit parce qu'on ne respecte pas suffisamment les statuts. On n'avait pas convoqué tous les membres qu'il faut à l'Assemblée générale, etc. Il nous poursuit dans le tribunal de Genève, c'est-à-dire qu'il nous paralyse, ça nous coûte 9 000 € de procédure, c'est-à-dire le prix de 9 numéros de notre revue. Pas méchamment, mais il le fait de manière à nous paralyser et à nous bloquer les deux moyens et à rendre difficile notre fonctionnement. Il y a un peu de tout dans ces ONG. Alors en plus, ça se démultiplie avec des nationalités différentes, c'est le cas de mon organisation, avec des difficultés de circulation, de compréhension, d'information réciproque. Donc c'est très très limité. Je me souviens, c'est moins à la mode maintenant, mais il y a une dizaine d'années, mes étudiants se précipitaient sur moi à la fin des cours pour me dire « Monsieur, je voudrais travailler dans une ONG ». C'était vraiment le substitut des partis politiques. Or, je crois que ces ONG, c'est à peu près les mêmes problèmes que dans les partis politiques, mais démultipliés par un coefficient X. C'est-à-dire que ça ne s'arrange pas. Donc ne comptons pas sur les ONG pour démocratiser la société internationale. Ce sont soit des auxiliaires des États, ça c'est les grandes ONG, et les petites ONG qui n'ont pas de pouvoir, elles existent, mais comme elles n'ont pas de pouvoir, c'est le cas de la mienne, la pression sur l'opinion internationale est très limitée.